Merci Jean-Luc. Bien, je pense que là, merci beaucoup Jean-Luc, c'était parfait encore, comme d'habitude. Bien, alors est-ce que, ben voilà, vous allez poser vos questions et je distribuerai le micro. Oui, c'est ça, c'est que vous alliez au micro éventuellement. Je vais là, je vais là, je repasse. Ah, pour chacun. Euh, Merci infiniment parce que ce tour de ces questions très sensibles pour les patients, très, très fortes, a été présenté d'une manière absolument complète et remarquable. Alors, merci beaucoup aux orateurs. Si je me permets d'intervenir peut-être tout de suite pour les questions, c'est parce qu'en tant que chirurgien pédiatrique, avec les malformations anorectales d'une part et le suivi des maladies de Hirschsprung d'autre part, c'est une grande activité pour nous, ce dont vous avez parlé. Et donc, je me permets de poser une question à chaque orateur, voire un petit commentaire. Pour le docteur Benara, il a parlé du biofeedback, mais il a cité le biofeedback. Or, le biofeedback, à mon sens, c'est capital, c'est mal enseigné, mal connu, très peu fréquenté. Et c'est une grande tristesse. Bon, donc c'est une question pour que vous puissiez dire deux mots du biofeedback et en même temps pour vous demander qu'est-ce que c'est le LOSA? C'est un sigle que je ne connais pas, mais vous pourrez répondre. Et j'ai une question pour docteur Duchalet, parce que la neuromodulation, pour les grands désordres euh, physiopathologiques de cette région chez l'enfant, la neuromodulation, a été présentée dans un congrès à Villepinte en 1986 par le professeur Guise de Marseille, dont les travaux sont connus. Et donc, cette neuromodulation continue à être largement employée avec succès. Et c'est vraiment, merci beaucoup d'en avoir parlé. En revanche, le sphincter artificiel, qui est très classique dans les mêmes troubles de grands désordres neurologiques de la région chez l'enfant, mériterait quelques compléments d'information puisque ça marche très bien sur le plan urinaire, c'est pas très pratiqué. D'autres sphinctéroplasties ont été pratiquées, en particulier les sphinctéroplasties avec le droit antérieur, la technique de Pickrell, que vous manifestement vous connaissez, et une technique plus française, parisienne, de Prochian, avec les deux faisceaux inférieurs de chaque grand fessier, c'est-à-dire on serre les fesses et on se retient. C'est ça la technique de Prochian. Notre président de notre société à Paris est disparu il y a une quinzaine d'années. Et puis la question pour le professeur Faucheron concerne en fait d'abord quelle est la différence entre hydrocèle et érythrocèle? Ça m'intéresse. Et puis, dans la rectopexie décrite, publiée assez largement chez l'enfant pour les prolapsus importants, récidivants, donc cette technique de l'œil que moi-même j'ai pratiquée en laparoscopie, quel est le taux de récidive sur une série aussi, beaucoup plus importante qui est la vôtre? Voilà, excusez-moi d'avoir posé quelques questions, mais c'est pour rappeler que nous sommes en continuité à l'Académie nationale de chirurgie, de l'enfant à l'adulte, et que je suis très heureux d'être membre de la compagnie. Merci pour vos questions. Alors, du coup, je vais essayer de pas en oublier. Bon, pour les LOSA, donc c'est lésions obstétricales du sphincter anal. Et pour la neuromodulation, le biofeedback, pardon. Alors, je passais vite parce qu'effectivement, 15 minutes, ça passe très vite. Et que finalement, ça reste quelque chose qui est effectivement, comme vous dites, très mal connu. Malheureusement, très peu de kinés qui la font bien. En fait, il y a très peu de kinés qui sont répertoriés avec la bonne formation. Et finalement, ce qui est sûr, c'est que si c'est pas bien fait, il vaut mieux pas la faire.
On a répertorié, en fait, on voit vraiment, il y a beaucoup de phases. Il y a une phase d'ETP, de réapprentissage, de l'exonération, de relaxation sur certains faisceaux, d'exonération avec pression abdominale relâchée, justement pour éviter d'appuyer sur les abdos, mais plutôt de les relâcher quand on va exonérer. Et puis, il y a une phase également de stimulation anale électrique ou par compression. Enfin, et donc, en fait, ça reste quelque chose qui malheureusement n'est pas suffisamment bien codifié pour qu'elle soit reproductible par les différents intervenants. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est quand vous interrogez vos patients et qu'ils vous disent, moi, je suis allé chez le kiné, j'ai passé 20 minutes assis sur une chaise avec une sonde dans le derrière, ceux-là, il faut qu'ils n'y retournent pas parce que de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Il y a un accompagnement qui est le même que celui que nous, on fait quand on voit les patients. En fait, l'effet blouse blanche, dans le cas présent, il est hyper important et aussi bien chez le kiné que chez le médecin. Je peux compléter sur le kiné. Donc la SNFCP a édité des recommandations, va éditer des recommandations cette année, bientôt, sur justement les techniques de rééducation. Et donc elles vont être disponibles assez vite. Et pour compléter ce point-là, on a beaucoup appris d'une sorte particulière d'incontinence ces dernières années, qui est le syndrome de résection antérieure du rectum, puisqu'on a revisité la rééducation dans ce contexte. Et toutes les études aujourd'hui qui réévaluent la rééducation dans ce contexte sont beaucoup plus codifiées avec des exercices pelviens musculaires, de l'électrostimulation et du biofeedback imposé pour la rééducation dans ces études, avec des résultats qui sont assez satisfaisants. Et donc, voilà, maintenant, il faut le transposer sur refaire toutes les études qui avaient déjà été faites pour l'incontinence fécale. C'est un gros travail, mais ça avance en tout cas. Pour les questions qui m'intéressent, du coup, mon topo était ciblé neurostimulation et Botox. Mais ça me semblait en effet important de parler du sphincter artificiel. Alors, avant ça, pour le problème des malformations anorectales et de leur chirurgie, parce que finalement, ce qu'on voit, nous, à l'âge adulte, des enfants qui sont opérés de malformations anorectales, c'est ceux qui ont été opérés, avec aujourd'hui maintenant un recul un peu long et des chirurgies probablement qui ont évolué avec une connaissance meilleure de la physiologie. Mais ceux qu'on voit aujourd'hui, ils ont 50, 60 ans, ils ont été opérés il y a longtemps. Et on a quand même des petits soucis à retrouver un appareil sphinctérien compétent. Et c'est pour ça que la neurostimulation chez ces patients-là n'est pas forcément l'alternative optimale. Et ces patients-là finissent quand même beaucoup avec des lavements rétrogrades ou antérogrades. En fait, c'est beaucoup, enfin, je ne sais pas, Jean-Luc, voilà, mais on se tend quand même plus vers ces stratégies-là. On fait des tests de neurostimulation chez les patients très demandeurs avec des résultats qui sont quand même pas terribles. Et pour le sphincter artificiel, alors je ne sais pas pourquoi chez l'enfant c'est moins proposé, mais à mon sens, j'imagine que c'est un problème de morbidité, c'est-à-dire que la neurostimulation sacrée, quand on la met en place, comme je vous ai dit, il y a peu d'effets indésirables. Quand on met en place un sphincter artificiel et que ça se complique, c'est des infections, un sepsis pelvien important, une chirurgie qui a quand même délabré un peu la zone, notamment s'il y a eu un sepsis derrière. Chez un adulte, chez qui l'alternative derrière, ça va être une stomie, eh bien, on peut éventuellement prendre ce risque. Chez un enfant, probablement que la réponse au fait que ce soit peu utilisé est là. Mais on ne sait jamais, la science fait beaucoup de choses et peut-être qu'on améliorera le sphincter artificiel pour le rendre accessible plus facilement. Oui. Merci pour votre question. L'érythrocèle, c'est la définition du cul-de-sac de Douglas très profond. Donc, soit il s'arrête aux élévateurs et au rectum devant et à toute la face postérieure du vagin chez la femme, et on appelle ça entérocèle parce que très souvent c'est du grêle dedans. Certains disent que ça peut être le sigmoïde. Alors effectivement, quand il est très loin mobile, c'est la sigmoïdocèle. Puis d'autres disent encore que le grand épiplomb, à mon avis, descend pas si bas. Mais on pourrait avoir une épiplocèle quand l'épiplomb est très long et qui descend. Donc ça, c'est l'érythrocèle qui correspond à une rectocèle. Et en fonction du contenu, entérocèle, sigmoïdocèle ou épiplocèle. Et puis, quand le péritoine descend avec à travers le sphincter avec le rectum, pour faire une poche à l'extérieur, là, on parle d'édrocèle. Pas hydrocèle, mais édrocèle. Donc, c'est aussi une forme d'élythrocèle. Voilà. Je n'ai pas répondu à la question sur la graciloplastie, parce que je laisse la parole à Jean-Luc, qui est spécialiste. Alors, eu égard à mon certain âge et à ma formation parisienne et puis ensuite à Grenoble, c'est vrai que j'ai une assez grande expérience dans la graciloplastie dynamisée, l'opération de Picrel, puis qui ne marchait pas parce que c'était un muscle strié. Donc ensuite, j'allais y faire de la stimulation. Donc il y a eu l'avènement en 92 de cette technique et qui est tombé en désuétude quand arrivait la neuromodulation parce que ça partageait les mêmes indications.
Et puis, j'ai eu aussi une expérience malheureuse. Enfin, on avait opéré 37 patientes avec une incontinence anale et en plaçant le sphincter artificiel AMS, le même que prennent les urologues un peu plus adaptés à l'anus. Et on a eu un bon tiers d'inefficacité, un bon tiers de complications graves, ce qui fait qu'on a publié nos échecs en disant qu'il ne faut plus le faire, avec l'équipe lyonnaise d'ailleurs, où on a fait 19 et nous 37. Et d'ailleurs, j'avais été appelé par la chaise, est-ce qu'il faut continuer à implanter le sphincter? J'avais dit, à mon sens, non, il ne faut plus. Donc, j'ai un peu précipité peut-être à ce moment-là le sphincter. Mais Émilie a raison, on a de nouvelles techniques, des choses un peu plus sophistiquées, moins agressives. C'est vrai que le sphincter artificiel, placer une manchette autour de l'anus, une petite poire soit dans le scrotum, soit dans la grande lèvre, et en plus un ballonnet à côté, ça faisait beaucoup de matériel implanté proche de l'anus. Donc, c'était un peu couru qu'on allait au-devant des complications. Oui, question. Moi, je voulais vous féliciter tous. Vous êtes très pédagogues. Ça donne envie de vous écouter. J'ai deux questions pour tous. Le problème est très important et finalement, on se rend compte que le corps médical n'est pas très formé, je pense aux généralistes. Est-ce qu'avec votre association, vous avez, avec votre société savante, des actions de communication? C'est ma première question. Et la deuxième, on a vu qu'il y a des disparités mondiales concernant cette pathologie. Est-ce que vous pourrez nous les expliquer? Oui, alors pour la communication auprès des médecins généralistes, d'ailleurs de tous les praticiens et des internes en formation, il y a sur le site de la SNFCP, en fait, il y a des fiches pratiques destinées directement aux médecins, également aux patients, mais qui permettent de refaire la base effectivement de toute la pathologie proctologique, et a fortiori de l'incontinence sur les modes de prise en charge. Il y a des ordonnances type. Donc oui, il y a une communication qui est faite et je pense que tous à titre individuel, on fait des journées pour les médecins généralistes de nos régions qui permet aussi d'améliorer le dialogue avec eux. Parce que c'est comme ça en fait que ça passera le mieux, je pense. Voilà. Et comment vous diffusez votre site? Comment les gens savent que votre site existe? On avait parlé, ce qu'on n'a pas encore complètement fait, mais en tout cas de se mettre en relation avec la Société des médecins généralistes pour qu'ils puissent justement communiquer les informations. Et on s'était mis en relation avec l'association des internes de médecine générale qui, eux, ont bien diffusé l'information. Donc, il y a des petites actions qui sont mises en place et effectivement, après, ça reste quand même limité malgré tout. Ouais. Alors, j'étais par exemple il y a une très grande amélioration aussi auprès des sages-femmes qui maintenant approchent ce sujet aussi dans la consultation du postpartum. Avant, on parlait que des problèmes de pipi, d'incontinence urinaire. Maintenant, les questionnaires sont beaucoup plus globaux. Il y a pas, les gynécos sont sensibilisés. En fait, les patientes, elles n'osaient pas en parler à leur gynéco, donc elles en parlent plus facilement aux sages-femmes. Les sages-femmes posent la question parce qu'il fallait poser la question pour répondre. Jusque-là, on ne posait pas la question, donc les femmes ne parlaient que de leurs problèmes urinaires, mais jamais de leurs problèmes d'incontinence. Maintenant, on pose la question parce qu'on sait que derrière, il y a des solutions et on a aussi des recours à demander simplement une consultation avec un proctologue. Tout simplement, aller voir le proctologue, c'est déjà et nous, c'est déjà le début de la démarche du traitement. Et comme l'a très bien expliqué Aurélien, je crois on est tous des chirurgiens assez empathiques. Et puis, deux petits points à rajouter sur la diffusion. On avait créé, quand j'étais le président, on était au Salon des Arts et Métiers, et puis on avait créé une porte ouverte avec du grand battage par les médias locaux parisiens. Et puis on a vu 19 personnes en candidature libre un samedi après-midi. Alors c'est un samedi après-midi, on était dans les ors de la République, un peu comme ici, donc je pense que les patients n'osaient pas venir, mais pour vous montrer aussi que c'était tabou, alors que c'était porte ouverte gratuite, avec petit café. 19 personnes. Là qu'on a fait du battage, on en a parlé. Et puis deuxième chose, on avait créé un site Osons parler incontinence fécale. Quand vous tapez incontinence, ça ressort assez haut. Au moins, on a avec un petit joli logo sous l'égide de la Société nasale française. Et si je voulais piéger mes collègues, et qu'est-ce qu'on fait de l'incontinence au gaz? Alors, c'est vrai que le problème de l'incontinence au gaz, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'armes. Et c'est un problème qui gêne beaucoup de patients. Et je pense qu'il y a aussi un problème sociétal derrière. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de patientes, souvent, qui nous rapportent travailler en open space et très mal vivre le fait d'évacuer des gaz à des moments inopinés. Mais aussi parce que c'est très mal vu par la société. Il y a des endroits où il y a beaucoup moins de problèmes. Et j'en reviens à votre question sur la disparité. En Amérique latine, par exemple, c'est pas forcément
forcément mal vu d'avoir une incontinence au gaz. Et donc, du coup, ce qui est rapporté, c'est surtout de l'incontinence fécale quand elle est sévère. Et puis aussi, il faut trouver un praticien pour aller lui en parler. En Amérique latine, c'est plus compliqué que quand on a une politique de santé comme celle de la Chine, où on va imposer aux patients de répondre à des questionnaires pour avoir des réponses et où on va peut-être avoir des données un peu plus exhaustives. Les disparités sont probablement liées à ça sur la carte que j'avais montrée. Voilà. Et en tout cas, pour les gaz, oui, donc difficile de trouver des solutions. Il y a eu des agents de comblement qui avaient été utilisés, les bulking agents, qui n'ont pas une super efficacité sur les gaz. Finalement, aujourd'hui, il n'y a que la rééducation qu'on propose, mais on sait que l'efficacité n'est pas majeure. Alors, en fait, ce que je dis souvent aux patients quand ils ont une incontinence, c'est que la seule façon de ne pas avoir de problème de gaz ou de sel, c'est d'avoir un rectum vide. Donc, finalement, on commence par travailler la vacuité rectale. Et très souvent, ça corrige partiellement l'incontinence au gaz. Mais il faut savoir qu'au postpartum, je ne sais pas quelle est la fréquence, mais moi, je pense qu'on n'est pas loin de 30% d'incontinence au gaz. Et donc, toutes ces femmes qui sont, par exemple, dans l'enseignement ou dans les open space sont extrêmement gênées. Et je pense que dans les médias, il faudrait aussi aborder ce sujet de l'incontinence au gaz. Est-ce qu'on ne peut pas en parler et être tolérant? Les stomisés ont parfois très peur qu'on entende le petit prout qui sort par la poche et les grands-parents sont gênés par rapport à leurs petits-enfants. Voilà, ça, ce sont des sujets de la vraie vie qu'il faudrait aborder dans les médias. Question. Albert Claude Benamou. Question, merci. Une question pour Émilie. Vous avez abordé peu marginalement à la fin de votre intervention deux aspects qui me paraissent très intéressants. Peut-être n'avez pas évoqué comparativement à ce qu'on fait dans le syndrome génito-urinaire post-ménopausique chez les femmes, on utilise des agents physiques. Vous n'avez pas parlé. Radiofréquence, laser, etc. Est-ce qu'il y a une place pour l'incontinence anale? Ça, c'est la première question. Et après, vous avez évoqué un autre sujet qui me paraît fondamental et sur lequel l'Académie de chirurgie est en train de démarrer une réflexion de fond sur la chirurgie régénérative. Vous avez parlé de l'utilisation des cellules musculaires autologues qui pourraient être utilisées pour réparer les sphincters. Le 23 mai, on se mobilise ici à l'Académie de chirurgie. Je vous y invite. On crée l'Académie internationale de chirurgie régénérative utilisant, alors c'est très multidisciplinaire, il y a l'orthopédie, le digestif, etc., et la dermato, mais tout le monde a l'air d'avoir un rôle important à jouer, fabriquer des cellules autologues pour réparer quelque chose qui est complètement abîmé ou qu'il faut régénérer. Ce serait bien que vous veniez nous en parler le vendredi 23 mai. Revenir là. Mais le délai est un peu court, mais en tous les cas, peut-être en visio, si vous pouvez vous connecter. On va essayer ça tous les Écosses la semaine prochaine. Parce que là, c'est un aspect qui sera un peu marginal. Personne n'en parlera en particulier pour l'incontinence anale. Et c'est peut-être apporter des solutions assez formidables. Ah bah, je serais ravie. Très bien. Alors, vous aviez une question avant sur les agents physiques. Les agents physiques. Alors oui, les agents de comblement dont je parlais, les bulking agents qui ont été utilisés, un peu ont tombé en désuétude parce que les résultats n'étaient pas tout à fait à la hauteur. Parce qu'en fait, ces agents-là, ils n'ont pas cette... Enfin, c'est l'hypothèse qu'on émet avec la graisse autologue, avec les cellules, c'est qu'ils vont vivre avec le temps et ils vont s'implanter et recréer du tissu. Les agents de comblement, ils sont là, ils ont même tendance plutôt à se dégrader avec le temps. Ça n'a pas transformé l'essai dans l'incontinence anale. Et puis, pour la radiofréquence, alors il y a quelques publications, mais c'est très, très, très confidentiel. Je n'ai pas l'impression que ça sorte non plus. Et les résultats fonctionnels sont pas... non, les études concluent quasiment toutes qu'il n'y a pas d'amélioration fonctionnelle avec ces traitements. Donc, ça a été un peu laissé tomber aussi, au profit probablement de la médecine régénérative. Alors, il y a plusieurs équipes qui travaillent sur la régénération par la culture de cellules musculaires, mais ça reste des toutes petites séries et beaucoup de modèles animaux, pour être franche. Et par contre, la graisse, beaucoup plus, mais parce qu'on a, nous, on s'est engouffré là-dedans avec notamment les maladies anales de Crohn, parce que on les utilise pour la cicatrisation des fistules anales. Et donc, je pense que ça a ouvert une porte, voilà, exactement. Et donc, pourquoi pas l'essayer dans l'incontinence anale aussi. Venez en dire un mot. J'ai essayé. Alors, en tout cas, merci pour tous vos topos. Moi, je voudrais poser deux questions. D'une part, on voit bien qu'il y a un très grand décalage entre les besoins
Et puis, les équipes, qui sont quand même pas si nombreuses que ça. Moi, je fais toute ma carrière en chirurgie viscérale, c'est pas compliqué, hein. Il y avait Le Hure, Michaud, Lacroix Saint-Simon, Jean-Luc. Donc, il faut rappeler d'ailleurs que Jean-Luc Faucheron a publié la première série mondiale de rectopexie en ambulatoire. C'est vrai. Et donc, on voit bien qu'en consultation, on est assez démunis, hein. Et alors, première question, donc la neuromodulation, ça, c'est une technique qui est quand même précise. Est-ce qu'elle se fait actuellement, par exemple, dans tous les CHU? Et puis, deuxième question sur un sujet différent qui est, on a mis des bandelettes, ça marche très bien d'ailleurs, je reconnais que c'était quand même une très belle opération, ce qui rendait bien service. Mais nous avons reçu ici les gynécologues qui ont beaucoup de problèmes, avec peu de malades d'ailleurs, mais c'est quand même beaucoup de problèmes. Récemment est sorti un article dans la presse concernant les plaques de hernie. Et donc, ma question, c'est, il y a eu des études qui sont sorties avec des plaques biologiques. Bah, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, biologie. Ça manque un peu de recul, c'est ça le problème. Et nous, on avait voulu regarder ce que ça donnait effectivement à plus de 12 ans de recul. Les rejets, on a eu 2 cas de rejet sur les 175 patients. Et à chaque fois, il y avait une cause plutôt chirurgicale d'ailleurs. Et puis de l'autre, c'était l'indication, parce qu'on a mis 3 bandelettes sur la vessie en laissant un gros utérus fibromateux. Enfin, c'était toujours des cas un peu particuliers. Et là, effectivement, il y a eu comme un effet de fil à couper le beurre de ma bandelette qui a traversé le rectum. Cela dit, j'ai publié la complication parce qu'il a suffi de couper à ras de la muqueuse rectale les 2 bandelettes qui pendaient comme ça dans le rectum. Et les suites ont été très simples. Donc, ce n'est pas aussi grave que ce que rencontrent les gynécologues. Et à l'inverse, c'est vrai que je reçois beaucoup de complications de patients opérés ailleurs, probablement de chirurgiens ou de gynécos qui n'ont pas d'expérience, y compris avec la rectopexie, où on a des bandelettes de polypropylène qui sont rétractiles et qui traversent le rectum ou le vagin, ou les deux. Et là, c'est des catastrophes à traiter, effectivement, mais je touche du bois, on n'a pas encore eu ça sur nos 700 patients. On a eu 2 cas, effectivement, au haut comité à la nomenclature, où on est avec des gynécos et avec des urologues, on a convenu que pour les rectopexies, vous pouvez encore mettre des bandelettes non biologiques chez ces patients-là, uniquement pour le prolapsus isolé du rectum. Par contre, les voies basses, on ne doit plus mettre de prothèses. Mais ça, on le savait même avant les gynécos. On leur avait dit, il y a quand même 15% d'ulcération, d'infection. Et quant aux prothèses biologiques, je pense qu'on a un peu de recul, parce que comme c'est quelque chose qui va fondre avec le tissu, on peut se dire qu'on a quand même, nous, 7% de récidive à plus de 12 ans. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que ça donne à 20 ans, et quand on met du biologique par rapport aux 7% qu'on a, nous, à 12 ans minimum. On a Ouais, l'impression. quand même en Suisse, enfin, je ne sais pas, en Suisse, à Singapour, ils n'ont même pas, quasiment pas le droit de mettre des prothèses synthétiques. Donc, ils utilisent tous les prothèses biologiques avec des résultats tout de même assez intéressants, en particulier chez les femmes jeunes. On n'a pas le recul, mais ils disent, bah, après tout, c'est une chirurgie maintenant tellement devenue mini-invasive que s'il faut y retourner, on peut encore y retourner parce qu'elle est très, très bien tolérée, cette chirurgie. Et donc, le biologique a probablement de l'avenir. On a moins d'infections qu'avec les autres, mais tout de même, il y a moins d'infections sur les bandelettes posées sur le rectum que les bandelettes gynécologiques. Il y a l'étude Vigimèche, dont on entend la grande étude nationale Vigimèche, qui recense toutes les poses de prothèses pour essayer d'avoir vraiment un taux réel de complications en France. Ce sera la première étude avec, je crois, 5000 prothèses posées qui pourra être analysée. C'est Xavier Dufieux à Poitiers qui coordonne cette étude. Donc, les résultats vont être très intéressants. Mais pour le moment, nous ne pouvons plus poser l'indication d'une rectopexie. Ah, tu as le résultat. Alors, je vais bien juste avant, je dirais qu'on ne fait plus une pose de rectopexie sans faire une RCP. C'est-à-dire que le dossier doit être présenté en commission de pelvipérinéologie pour avoir le droit de poser ses prothèses. C'est-à-dire que c'est une validation multidisciplinaire de l'indication opératoire et l'autorisation de la pose de prothèse. Et je pense que ça augmente la qualité de la sélection des indications. À toi, tu as les résultats alors? Non, j'ai pas les résultats, mais ça pas encore. Non, c'était juste pour dire qu'effectivement, les prothèses biologiques, jusqu'à peu, on n'avait pas le droit de les poser. On n'avait plus le droit de les poser. Elles avaient été retirées du marché depuis la liste intra-GHS. Et effectivement, on a discuté avec l'HAS qui
En fait, il y a une espèce de flou juridique qui fait que le compartiment postérieur, ce n'est pas le compartiment antérieur. Et donc, finalement, on a le droit de les poser parce que c'est le compartiment postérieur. Donc, pour une rectocèle, comme pour un prolapsus rectal. Par contre, en avant, il n'y a pas le droit. Et le même flou, il existe effectivement sur les RCP, finalement, où finalement, l'HAS, elle a émis des recommandations sur l'étage antérieur, mais pas forcément sur l'étage postérieur, qu'elle ne considère pas comme étant gynécologique ou urologique. En pratique, je pense qu'on fait tous, ou en tout cas, on devrait tous les présenter quand même en RCP, mais je ne suis pas sûr que ça puisse nous être opposé, quoi qu'il en soit. Il faut que vous fassiez une labellisation. Mm. Une labellisation des centres qui font les RCP, etc. C'est le cas, ça y est. Et ça y est, il y a même maintenant les centres de recours pour retirer les prothèses. Voilà. Il y a aussi les centres de recours pour retirer les prothèses. Vous n'avez pas répondu sur la neuromodulation. Parce qu'on m'a Ouais, pris ouais. le micro. Alors, je vais juste continuer pour les prothèses biologiques un tout petit peu parce qu'on a une série à Nantes qui est assez conséquente de prothèses biologiques parce qu'on s'était engouffré dedans assez vite. Et donc, on avait du recul qui a été publié il y a 2 ans où on a des résultats qui sont assez satisfaisants en comparaison de nos prothèses synthétiques qui étaient posées avant à peu près identiques. Il est vrai que depuis cette étude, on en voit beaucoup revenir avec des récidives. Alors, il y a peut-être un travail à faire sur la persistance à plus long terme. Ça, c'est pour les prothèses biologiques. Pour la neuromodulation, maintenant, il y a de plus en plus de centres qui les posent, notamment des centres périphériques, des cliniques privées. À Brest, il me semble que c'est en privé. La Roche-sur-Yon, autour de chez nous, on fait. Le problème n'est pas tant la pose, parce que la pose peut être faite par n'importe qui. C'est la même technique en urologie. Enfin, n'importe qui, pas forcément un chirurgien digestif pour l'incontinence fécale, mais c'est la même technique en urologie. Donc, en fait, un opérateur formé pour la neuromodulation va pas être embêté, qu'il soit urologue ou chirurgien digestif. Le problème, c'est le suivi. C'est que ces patients-là, il faut les suivre très régulièrement, enfin régulièrement en tout cas, tous les 1 ou 2 ans. Et que là, par contre, on craque complètement sous le flot de patients qui doivent être suivis avec des compétences très spécifiques. Nous, on a une infirmière spécifique qui est formée pour ça, qui les suit. Et ça pose un problème. Donc, voilà, il va falloir y pallier avec des infirmières dédiées. Et juste pour revenir sur les prothèses biologiques et le fait qu'effectivement, il y a peut-être plus de récidives, on est sur le même problème que sur la sphinctérographie. On est sur quelque chose finalement qui est résorbable, donc qui va disparaître. Et pour avoir repris plusieurs prothèses biologiques pour refaire des rectopexies derrière, c'est pas plus compliqué en fait. Le tissu, il a quasiment disparu et on se retrouve dans un environnement qui est similaire à des novos. Donc, in fine, on gagne 15 ans pour des femmes jeunes, effectivement, qui... Voilà. Après, c'est vraiment l'idée de poser l'indication à la bonne personne et au bon moment. Mais en tout cas, ce n'est pas un problème qu'elles soient plus récidivantes si elles sont moins morbides. Nous avons une question à distance et ensuite 2 toutes petites questions dans la salle. Une question à distance, Monsieur Hudson. Merci, très belle présentation. Je voudrais savoir, avec l'implantation définitive, 65% do résultat da neurostimulação sacrée. Est-ce que c'est beaucoup? C'est trop haut? Je pense que beaucoup de personnes ont déjà fait cette implantation. Est-ce que nous pouvions dépendre de l'implantation, au contraire, éviter la chirurgie? Alors, vous me parlez de la neurostimulation sacrée et Oui, des oui, 65% de tests positifs, c'est ça? c'est ça. Et la question, j'ai pas bien compris, du coup, je suis désolée. Moi, je voudrais savoir qu'aujourd'hui, il y a une tendance de faire les choses minimamente invasives. Je pense que la stimulation sacrée, a neurostimulation sacrée, avec ça, nous pouvions éviter les chirurgies parce que c'est beaucoup moins invasif et 65%, c'est beaucoup pour moi. Ah oui, alors c'est le débat, hein, c'est ce qu'on disait, c'est le débat entre la sphinctéroplastie et sphinctérographie et la neurostimulation sacrée. Avec Aurélien, on est expert dans le débat puisqu'on est souvent invité pour parler de ça. En fait, c'est vrai que ça paraît moins morbide que la sphinctérographie, mais il est vrai que chez des patients jeunes, comme l'a pu le montrer Aurélien, on a l'impression que le résultat est assez satisfaisant, au moins pour une durée de quelques 5-10 ans, voire 15. Et donc, pouvoir
pouvoir proposer ça avant de proposer la neurostimulation au moment où d'autres comorbidités vont s'associer et donc où le patient pourra bénéficier un peu plus de la neurostimulation peut être une stratégie efficace. Mais il est vrai qu'il y a des équipes qui vont privilégier la neurostimulation en disant que le fait d'avoir déjà été opéré d'une chirurgie d'incontinence diminue l'efficacité de la stimulation. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Il faudrait pouvoir mener une étude là-dessus, je pense, mais ce sera une étude internationale pour avoir un nombre de patients suffisant. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Il reste 2 questions, me semble-t-il. Oui. Oui, une question d'ordre général aux 4 orateurs. Merci d'ailleurs de vos exposés. Je fais le lien avec ma spécialité d'orthopédie traumatologie. Qu'est-ce qu'on fait dans une incontinence neurologique type syndrome de la queue de cheval complète? Est-ce que vous avez déjà eu les cas? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où en est l'état de l'art? Alors, c'est des patients qu'on suit conjointement avec les médecins de médecine rééducation, de MPR. C'est des patients qui sont... Alors, il n'y a pas d'études sur l'incontinence fécale, mais sur l'incontinence urinaire, c'est des mauvais répondeurs à la neurostimulation sacrée. Donc, très probablement que sur l'incontinence fécale aussi. On essaye d'y retourner un peu, mais on sait que les résultats, c'est un petit peu comme pour les malformations anorectales, ne sont pas les meilleurs. C'est des patients qu'on va traiter beaucoup par lavement colique rétrograde, notamment, je ne sais pas si vous connaissez le dispositif Peristin, ou des lavements coliques antérogrades. On a une grosse série à Nantes en MPR pour ce type de patients, parce que l'avantage, c'est que ça traite à la fois la constipation et l'incontinence, et qu'on sait que la neurostimulation sur la constipation, elle n'est pas très bonne. La neurostimulation terminale, on entend. Donc, voilà. Je crois qu'il est temps que je passe la parole à Isabelle Tenet. Alors, Isabelle,